Brièvement, je m'appelle Maxime Brizirelli, je travaille dans une société sophipolitaine qui s'appelle Ricardo, qui est une société filiale d'un groupe suisse, leader dans la vente entre particuliers. C'est grosso modo le Bon Coin suisse, complètement inconnu en France, à part que Sophia, c'est le principal centre de développement, et qu'on développe les deux principaux sites, qui sont ricardo.ch et auto.ricardo.ch, qui accueillent mensuellement plusieurs millions de visiteurs, qui génèrent annuellement plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires entre les boîtes. Donc c'est une boîte inconnue en France, mais qui est très très connue en Suisse, puisque je crois que 8 Suisses sur 10 nous connaissent. Voilà. Et aujourd'hui, je suis moi chef front-end à Valbonne, ici à Sofia, dans les locaux, et je suis venu vous présenter un retour d'expérience et un framework open source, enfin c'est pas un framework, je vous expliquerai après, qui s'appelle Electrode. Et le retour d'expérience qu'on a eu avec cette chose-là, qui est assez intéressante, et pourquoi est-ce qu'on l'a utilisée. D'abord, avant de commencer à rentrer dans le détail un peu trop technique et un peu trop listing de tout ce qu'il peut faire, on va parler un petit peu du contexte. Pourquoi est-ce qu'on a voulu aller voir dans l'open source, pourquoi est-ce qu'on a voulu aller piocher dans ces technologies qui pullulent sur GitHub et dans le web? Parce que à la fin de l'année dernière, on a eu notre... Pardon, je me souviens de ce que tu me disais. On a eu notre CTO qui a changé et il a dit une chose très simple, on va tout réécrire. Voilà. On avait une solution qui était en MVC.NET, qui avait été commencée il y a 18 ans. On n'est pas du tout une start-up. Donc il y avait des couches sur des couches sur des couches sur des couches. C'était plus des lasagnes, c'était une montagne de lasagnes. À chaque fois qu'on devait faire une modification, ça nous prenait un temps fou. On n'était pas assez réactif pour le business. Il fallait repartir sur des bases plus modernes, plus saines et qui nous permettent un développement plus rapide. Et quand je dis MVC.NET, je parle de la dernière couche. En fait, si on remonte assez loin, on trouve même du VBNet, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un vrai bonheur. Et donc, il y avait des centaines de milliers de lignes de code en VBNet, un vrai code spaghetti, dans lequel plus personne n'osait rentrer. Donc, on réécrit tout. Mais on ne fait pas que tout réécrire. On refonde la plateforme aussi. Voilà. On refond la plateforme, c'est-à-dire que on va plus exécuter sur des serveurs comme on le faisait à l'époque. On va prendre des choses un peu modernes. On va faire du Docker. En CI/CD, on va faire du Vercare et du Kubernetes. On va faire toutes ces choses-là. Et en langage, on arrête de faire du propriétaire et du Microsoft. On passe en open source. On fait du Node.js en front et on fait du Golang pour nos microservices, puisqu'on a une architecture microservice. Voilà. Donc la révolution du jour au lendemain chez nous, et avec plein de requisites, type qu'est-ce que c'est que peut-être ça vous fait rigoler, mais pour beaucoup d'entre nous, la 12 factor apps, hein, les 12 facteurs de qualité d'une application, on a dû apprendre ça. Et puis la redéfinition du code, du rôle du front-end. Le front-end, avant, c'était quelqu'un qui écrivait basiquement du code qui allait s'exécuter sur le client. Aujourd'hui, il écrit aussi du code qui s'exécute sur le serveur parce qu'il est responsable de toute la couche Node.js qui va servir les pages et qui va servir un certain nombre de endpoints qui va servir les pages web, pardon, et implémenter un certain nombre de endpoints qui vont servir du JSON quand nécessaire. Voilà. Donc le front-end est devenu un gros JavaScripteur chez Ricardo, alors qu'avant, il faisait bêtement du templating avec Razor pour ceux qui connaissent dans .NET. Bon, problème c'est que on sait tous que dès qu'on se met à toucher à ce genre de choses, on se retrouve à devoir faire des tas de choix. Qu'est-ce qu'on va utiliser, quel framework en back, en front, comment on les fait communiquer. C'est ce qu'on a appelé l'année dernière, les années précédentes, la JS fatigue, pour ceux qui ont entendu parler, qui font du front, c'est-à-dire que avant de pouvoir écrire la première ligne de code, il faut se poser 150 questions et y répondre. Et avec des gens qui ne sont pas forcément tous bien formés et qui n'ont pas tous l'expérience des technologies en question. Puis il y avait des problèmes de skill. Tout le monde ne savait pas bien utiliser ces technos. Et on avait vraiment des besoins, on voulait aller vite, on voulait se mettre à travailler vite, on voulait être adapté à nos challenges, et on voulait véritablement avoir quelque chose qui nous facilite la vie. Donc on a cherché sur le web, et on est tombé sur Electrode. Alors, Electrode, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors la petite télécommande, boum, voilà, ça c'est le site web. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est écrit, alors ça nous intéressait à nous, parce que
c'est écrit par une boîte qui fait du e-commerce qui s'appelle Walmart. Pour les gens qui connaissent, c'est la plus grosse chaîne de supermarchés aux États-Unis et c'est le numéro 2 en e-commerce après Amazon aux USA, avec une forte croissance. Et ces gens-là, ils ont à peu près la même stack technique que nous en front. Et ils ont sorti cette plateforme de développement d'applications web, le Walmart Labs. Et ils disent bien plateforme, ils disent pas ni framework, ni ce que vous voulez. Librairie, dans lequel ils ont absolument condensé toute leur expérience en tant que développeur Node.js et en tant que développeur d'applications à fort trafic, orienté e-commerce et d'ailleurs même multilingue, puisqu'ils parlent plusieurs langues, ça nous intéresse, nous on en parle au moins deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un framework, comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'on ne va pas vous rajouter de nouvelles fonctions qui vont faire de nouvelles choses. C'est pas une librairie non plus, donc si c'est pas un framework, c'est pas une librairie. C'est pas un générateur. Pour ceux qui connaissent les générateurs Yeoman, ça n'a rien à voir, même si ça se génère par un Yeoman. C'est beaucoup plus profond. C'est un agrégat de bonnes pratiques et de problèmes résolus qui s'installent et une véritable plateforme sur laquelle vous pouvez commencer directement à écrire votre code. C'est basé sur des choses, alors c'est open source, hein, c'est Apache 2.0, c'est basé sur que de l'open source. Je pourrais vous faire la liste longue de toutes les technologies qui sont à l'intérieur. Vous avez évidemment au côté serveur, ça peut tourner sur API, Express, Koha. Ça utilise des choses comme Lodash pour ceux qui connaissent. Bluebird. Côté front, ça utilise React, React Router, Redux. Donc c'est une stack React. Et évidemment, pour faire fonctionner le tout, orchestrer le tout, vous avez les inséparables Gulp, Webpack, Babel, ESLint, Mocha et Jest pour les tests, etc., etc. On pourrait citer la liste infinie de tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Mais c'est pas ça qui est important dans ce truc-là. Je reviendrai après. Nous, on avait des besoins, comme je vous l'ai dit, on avait des besoins forts de SEO. On avait des besoins forts parce que nos sites sont indexés, de rapidité parce que évidemment comme ils sont indexés et qu'on est en concurrence, plus on a un site rapide, mieux on se porte en tant que société. Et on avait aussi besoin très particulièrement de pouvoir s'aligner techniquement entre les différentes équipes. Il y a 2 équipes, voilà. Donc on a dit pourquoi pas Electrode. Voilà. Que n'a-t-on pas fait? Alors, ce ne sera pas négatif, hein, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi ça nous a plu à un moment donné? D'abord parce que c'est très modulaire. Vous avez un cœur qui comprend grosso modo ce qu'on appelle des archétypes. Et ça, c'est une nouveauté qu'on a découvert et qui nous a inspiré beaucoup. Un archétype, c'est un module Node, comme tous ceux qui font du Node en connaissent, mais qui ne contient pas de librairie, qui va contenir un certain nombre de presets et de configurations qui vous permettent d'éviter de passer 2 mois et demi à configurer votre projet. Et vous ne faites appel qu'à ces archétypes. Ils sont leur objectif, leur finalité, c'est de vous éviter de configurer vos apps et de vous mettre à développer immédiatement en utilisant ce qui est de l'extérieur. Alors vous allez me dire, ça existe déjà. Ouais, pas tout à fait. Parce que déjà, ces archétypes, on peut les sortir d'Electrode et on les utiliser à part. Mais ils ont un certain nombre d'avantages qui permettent justement de se plier à absolument toutes les situations. Ils vous permettent de configurer votre application pour toutes les étapes de staging. Ils vous permettent de faire un certain nombre de choses qui nous intéressaient, comme le server-side rendering. Ils vous permettent d'utiliser, en fait, ils vous évitent la complexité de la configuration de Babel et de Webpack et toutes ces choses-là. Et donc, vous n'avez qu'à taper vos commandes Gulp et ça fonctionne. Et vous ne tapez que votre code qui est personnel. Et ça gère à la fois le client et le serveur. On avait regardé d'autres technologies qui elles-mêmes géraient soit une ou l'autre des 2 parties, mais jamais aussi bien intégrées. Ce qui nous a particulièrement séduit, pour ceux qui ont fait déjà du Node.js et qui savent comment on fabrique une application avec Express, avec API ou avec Koha, ou avec ce genre de choses, c'est qu'on n'avait plus du tout de code distinct entre le front et le back, c'était le même code qui s'exécutait de 2 côtés. Les applications étaient automatiquement isomorphiques. C'était très intéressant parce qu'on était basé sur le routeur de React, qui était exécuté indistinctement client
et serveur, et qui générait les pages à la volée. On avait du HTML qui était servi par le serveur, ou alors qui était généré à la volée côté client, et tout ça basé sur le moteur de React. Pas besoin de faire, pour ceux qui font du Express, des apt-get ou des apt-post ou des puts, sauf pour les API endpoint, évidemment, tout ça c'était généré. Mais en même temps, avec toutes ces choses que vous allez me dire, c'est assez classique, il y avait aussi toute l'expérience de la boîte Walmart derrière. Pour ceux qui savent, par exemple, il peut y avoir des complexités à hydrater un arbre Webpack server-side avec de la donnée qui arrive après un call API, pour ceux qui ont une infrastructure avec des call API côté serveur pour la récupérer de la donnée, et à attendre que cette donnée revienne pour envoyer le HTML. C'est prévu. Il peut y avoir une difficulté, ou il peut y avoir des problèmes à, par exemple, rendre rapidement du code React côté serveur. Parce que React n'est pas à la base prévu pour ça. C'est prévu. Vous avez du composant caching, vous avez du composant templating, ça veut dire que ça va créer des templates un peu à la Lodash, pour ceux qui savent ce que c'est. Vous pouvez aussi mesurer la vitesse de rendu de vos pages et avoir vos perfs. Les outils sont fournis pour ça. Vous pouvez même avoir une cartographie de vos modules. Voilà. Donc on se retrouvait plus qu'avec une simple librairie, mais avec un véritable environnement de travail qui alignait le travail de tous les développeurs ensemble. C'était ce qui était important pour nous, et qu'on n'ait pas deux personnes qui fassent des choses un peu dans leur coin, chacun, on travaillait en équipe. C'était d'autant plus important que comme on est une boîte internationale, on avait aussi besoin que les développeurs puissent passer d'un projet à l'autre sans avoir à réapprendre comment c'est fait, sur quoi ça tourne, etc. Donc on avait pas mal d'avantages là-dessus. On avait quelque chose qui nous a beaucoup plu, c'était le Above the Fold Rendering. Pour ceux qui font du SEO aussi, et pour ceux qui font de la performance du web, quand vous avez des langages de templates clients, server-side, ou lorsque vous utilisez React en simple render, vous pouvez avoir à rendre du côté serveur beaucoup trop d'éléments DOM sous forme de chaîne de caractères pour les renvoyer ensuite au navigateur, ce qui peut impacter et vos performances et votre ranking SEO ou la crawlabilité, c'est un mot dégueulasse, mais le fait que votre page soit plus lisible par les crawlers. Eh ben, c'était prévu. Tout ça a été fait. Et puis ça allait encore plus loin. Vous aviez la possibilité de créer de véritables librairies de composants puisqu'une application était fournie. Voilà, je parle au passé parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Une application était fournie. Vous pouviez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cartographier les modules qui étaient intégrés dans votre front et dans votre back. Tout ça, c'était dans le package. Et ça existe toujours. Voilà, donc c'était assez énorme et on était content parce qu'on avait une boîte à outils complète qui nous évitait de configurer, de nous éparpiller et qui nous donnait tous les outils dont on avait besoin pour notre expérience de bâtisseur de sites e-commerce sur mesure. On n'utilise pas de solution propriétaire pour se baser là-dessus. Alors on s'est dit, on y va. Et là vous avez deux écrans. Alors à gauche, vous avez l'ancien, d'accord, qui est écrit sur quoi c'est du VBNet là, et ça permet à l'utilisateur chez nous de changer son adresse email. Ça. Et on est passé à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. On s'est dit, ça c'est le projet qu'il nous faut. On a un projet, il s'agit de réécrire toutes les pages qui sont accessibles après un login et un mot de passe et qui permettent à l'utilisateur de gérer son compte. C'est safe parce que d'abord ça va être une application, donc on était un petit peu précautionneux, on aura moins de risques au niveau de SEO si c'est pas bon. Et puis typiquement en tant qu'application, on peut tout à fait faire du rendu client-side en récupérant du JSON côté serveur et permettre à l'utilisateur d'avoir une expérience bien meilleure. Donc on est parti sur la réécriture de ce projet-là et on en a fait une bonne partie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est passé en prod. Voilà, c'est accessible après un mot de passe. Bon, malheureusement, ma machine n'a pas fonctionné, mais j'aurais pu vous le montrer. Le problème, c'est bien, on est content, on a fait notre petit boulot, mais c'est quoi le bilan de tout ça? Bon, on était content parce que c'est passé en prod. Mais on s'est fait littéralement éreinter par le CTO.
Et c'est là que le retour d'expérience devient peut-être plus piquant par rapport à vous. Je ne vais pas faire l'éloge d'une plateforme comme ça. On s'est fait éreinter par le CTO pour un certain nombre de raisons qu'on n'avait pas vu venir. Voilà. La première, c'est que c'est pas avec ce type de plateforme que vous allez apprendre à programmer en React, Redux, API et tout ça. Vous devez être bon déjà. Vous devez savoir ce que vous faites. Parce que franchement, si vous n'avez pas cette habitude-là, et certains de mes collègues ne l'avaient pas, vous allez galérer. Ensuite, c'est pas facile d'intégrer un monstre pareil avec un pipeline de CI/CD qui n'a pas été du tout fait pour ça. On avait des images Docker qui pesaient allègrement 800 mégaoctets, donc c'est pratique pour passer d'une machine à l'autre, pour faire des tests unitaires ou pour les installations. Même en utilisant Yarn, qui est assez rapide pour les modules, on arrivait quand même à des temps de compilation qui étaient assez effrayants. La plateforme en plus c'était pas fini lorsqu'on l'a fait. Et puis il y a un besoin de culture. Lorsque vous passez sur de la SPA, parce que ça vous faire de la SPA, ou même de la PWA pour ceux qui connaissent les Progressive Web Apps, parce que ça vous permet de faire de la PWA quasi automatiquement. Lorsque vous faites ce type de structure-là, lorsque vous faites ce type d'application qui va aller chercher du JSON et puis remplir des pages qui sont rendues server-side, vous devez avoir la boîte qui a la culture qui va avec. Vous devez avoir une boîte qui vous permette de prendre du temps et de concevoir vos applications et qui ne veulent pas simplement du simple round trip. Et ça se travaille. Et on a négligé ce côté-là. Ce qui fait que les développeurs ont mis beaucoup de temps à développer ces quelques pages. Parce qu'ils ont dû affronter tous ces problèmes-là, se former eux-mêmes. Mais néanmoins, même si on s'est fait sortir et se lâcher, les applications tournent en prod. Et moi, je suis du genre que lorsqu'on me sort par la porte, je rentre par la fenêtre. Donc, c'est pas terminé. Voilà. On a la chance, dans la société dans laquelle je travaille, d'avoir du temps libre. 30% de notre temps, grosso modo, un jour par semaine où on fait ce qu'on veut. Voilà, on a cette chance-là, je travaille dans ce type de société. Et donc, j'ai créé dans la société une petite guilde de gens qui sont intéressés par ce produit-là. Et on va continuer le produit là-dessus et former les gens. Parce que de toute façon, je pense, en tant que développeur web et en tant que front-end, que ces évolutions-là de SPA, de tout JavaScript, sont quasiment nécessaires et vont se généraliser, et qu'il vaut mieux d'abord qu'on forme les gens pour pouvoir y aller ensuite plus tranquillement et pas faire les erreurs qu'on a commises lorsqu'on est allé une première fois. Je vous remercie et je suis à la disposition pour vos questions si vous en avez. Voilà.